la fin de l'argent matériel, la fin de la planche à billets. En fait, c'est la solution préconisée pour résoudre tous les problèmes de fraude, mais aussi, et ça, on vous le dira un peu moins, pour contrôler toute la circulation monétaire. L'argent virtuel, c'est le contrôle absolu par les banques des échanges entre les hommes. Or, dans le texte, il est question d'une marque sur la main ou le front. Et là, on peut parler, évidemment, ce qui vient aussitôt à l'esprit de la technologie RFID, soit sous la forme de l'implant, directement placé sous la peau, au niveau de la main, soit du code barre tatoué. Ces deux systèmes existent, ils sont déjà mis en place et les multinationales vantent déjà leur mérite. Cela fait des années déjà qu'on ne peut vendre ni acheter sans ce fameux code barre qui porte justement en lui le chiffre 666. 90% des produits que nous achetons contiennent un code barre comme celui-ci. Or, les 3,6 que vous voyez représentés par ces 3 paires de barres plus longues sont systématiquement présentes sur les codes barres et ne font pas partie de l'encodage des produits. Pensez-vous qu'il s'agisse d'un hasard? Souvenez-vous, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Oui, un plan est en cours, un agenda secret dont les mailles invisibles sont le mensonge et l'illusion et dont la fin est immuable. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout ça se profile en fait toute l'imposture du transhumanisme qui, sous couvert de nous vendre l'homme augmenté, le surhomme immortel, créera en fait une humanité connectée qui fera de chaque être humain un objet connecté, dirigé en réseau par le gouvernement mondial. Je suis un bidouilleur et que c'est une puce que je vais pouvoir bidouiller. C'est pas très douloureux, enfin, c'est vraiment la même douleur qu'une grosse piqûre. J'ai trouvé la relation homme-machine assez intéressante et c'est vrai que le fait d'avoir 1 milliard de cartes sur soi tout le temps, une carte de club de sport, une carte de machin, une carte de truc, une carte de visite, c'est hyper encombrant. Et c'est vrai que ça permet, grâce à cette technologie-là, avec une puce, de pouvoir avoir toutes ces fonctions avec un seul device qu'on n'a pas dans la poche en plus. C'est pas super visuel. Moi, comme je l'ai implantée là, elle se voit pas très bien. Bon, enfin voilà, elle est là, elle est par ici. Grosso modo, on la voit légèrement sortir quand j'appuie dessus, mais moi j'ai fait qu'elle soit discrète. Well, you can't see it because it's inside. But so the chip implant, you can use it in a very local setting. You have to be within 1 centimeter in order to read it. Okay. So now when I touch my implant like this, it opens up my business card. I'm sure that 5 years from now there will be, of course, people who will ride the metro with chip implants. They will make payments in shops with implants. And we will also have implants that give us an understanding of our health. So that we don't have to go to a doctor, you just swipe your implant to get the data of what's going on in your body. Et d'abord, l'homme augmenté, pourquoi? Pourquoi faire? Car ce n'est pas l'homme qui contrôlera l'ordinateur,
mais l'ordinateur qui finira par contrôler l'homme à distance en prenant le contrôle de son cerveau. En réalité, Jean nous met en garde contre ce rendez-vous ultime. C'est en effet l'une des étapes ultimes de l'agenda vers laquelle les gardiens du troupeau humain sont chargés de nous entraîner avant le baisser de rideau. Nous verrons au cours des prochains épisodes de la saison comment tout cela se tient et comment tout est lié pour transformer l'humain en un robot bien docile, utilisé comme un générateur pour ses facultés créatrices. Si vous prenez le recul nécessaire, vous comprendrez que nous-mêmes, nous sommes les cellules fractales d'un corps social qui s'appelle l'humanité. Et d'ailleurs, on pourrait dire que l'argent doit circuler comme le sang doit circuler dans nos veines et que l'argent est finalement le sang de nos sociétés. Et vous comprendrez aussi le rôle que nous aurons à jouer si nous nous laissons diriger jusqu'au terme du scénario que je suis en train de vous décrire. Le but pour les planificateurs invisibles, c'est de maintenir les cellules constamment en haleine pour générer, le moment venu, l'événement planétaire qui doit survenir. À ce propos, songez maintenant à toutes ces annonces de fin du monde qui tombent maintenant tous les ans ou tous les 2 ans, voire 2 fois par an. Time's up. Un groupe d'adeptes de frères Eman s'est préparé à affronter les affres d'une survie terrestre quand tout le reste aurait sombré dans la violence d'une apocalypse. À leur dite pourtant rien. Et frère Eman, sectateur et prophète, est resté sur sa faim avec tout son monde. Tous les prophéties disent qu'il va se passer quelque chose de terrifiant aux alentours du 11 août 99. Si la Lune a bien caché le Soleil, la station orbitale Mir n'est pas tombée sur la France, contrairement aux prédictions de Paco Rabanne. Le 21 décembre, pour vous, qu'est-ce qui va se passer ? C'est au contraire quelque chose dans la paix et l'harmonie qui est en train de s'accomplir pour qu'on puisse tous incarner l'amour. Le pêche de Bugarache ne s'est pas ouvert en deux. Aucun vaisseau spatial n'en est sorti et n'y est venu se poser. Aucune illumination, sauf celle de Noël devant la mairie. La montagne a accouché comme prévu d'une souris. La dernière alerte qui a été répercutée même par les télévisions américaines officielles remonte au 23 septembre 2017. Il y en aura, je vous le dis, encore beaucoup. En fait, ces alertes sont des tests, des exercices en conditions réelles, de l'entraînement visant à mesurer les énergies engendrées par les populations de façon à calibrer un impact énergétique potentiel en faisant doucement monter la pression. C'est une préparation en vue d'un événement à venir. Mais nous n'en sommes pas là. Pas encore. Alors je sais que les plus sceptiques d'entre vous se demanderont pourquoi ce scénario, pourquoi tous ces efforts, pourquoi finalement ne pas nous laisser tout simplement dormir le temps que l'échéance arrive. Eh bien, c'est comme dans le film Iceland. Dans ce film, pour ceux qui l'ont vu, on maintient les clones éveillés car si l'esprit n'est pas occupé, le corps dégénère et l'énergie s'effondre sur lui-même. Cependant, tenir l'esprit éveillé, l'occuper, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi le maintenir dans l'espoir. Et c'est pourquoi il y a toute une histoire de loterie dans ce film, de tirage au sort d'élus. Allumez tous les éthères-écrans et lancez la loterie.
Bonsoir. En direct des Terres Contrôle, je vous souhaite la bienvenue au tirage de la loterie. La semaine a été bien remplie. Nous avons déjà eu 12 heureux gagnants. Le gagnant ce soir va être sélectionné au hasard pour être relocalisé sur une île. Conduit sur le dernier Et lancez le tirage. Cette île n'existe pas dans le film. C'est même tout le contraire qui attend tous ceux qui gagnent à la loterie. C'est en fait une parfaite métaphore de ce que nous vivons à travers cette imposture qui est la notion de paradis que nous sommes censés rejoindre après la mort. Donc, d'un côté, les gardiens du troupeau doivent nous occuper l'esprit, et cela passe par toutes sortes de leviers d'aliénation, le divertissement, les informations, gagner sa vie, et puis toutes les contraintes psychologiques que cela représente. Et puis de l'autre, ils doivent infuser dans ces mêmes esprits toutes sortes de croyances pour nous maintenir dans l'espoir de jours meilleurs. Et là, vous avez la NASA. Alors ça va aussi être la politique, évidemment, la religion, mais le sport, la science, la culture, l'art, enfin bref, à chacun son opium. Dans tous les cas, il ne faut pas laisser vagabonder librement l'esprit des moutons, car nous pourrions alors devenir rapidement incontrôlables, surtout si quelqu'un finissait par mettre la main sur la vérité. Jordan, t'es malade? Dans le bureau du docteur Merrick, j'ai eu l'impression de voir ton nom sur un dossier. Non, je vais bien. Et toi? Je vais bien. Lincoln, je sais quand tu mens, parce que ta bouche sourit, mais tes yeux sont sérieux. J'ai trouvé quelque chose. Quoi? Un insecte. Un insecte? Un insecte volant. Je peux le voir? Je crois qu'il est entré par le conduit d'aération. Mais je croyais qu'il n'y en avait plus depuis la contamination. Moi aussi. Et il a échappé au détecteur pathogène. Peut-être qu'il est trop petit. Non, il n'est pas trop petit. Et comment il a survécu à l'extérieur d'abord? Comment quiconque peut survivre? C'est vrai, il trouve encore des gens, il les amène ici, mais d'où il les sort? C'est bien qu'il trouve des survivants. Pourquoi tu remets le bien en question? Tu vois le mal partout. J'ai juste l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal. De bonnes choses peuvent arriver. Je peux voir cet insecte. Et comme les moutons récalcitrants que nous sommes sentent bien que quelque chose cloche, que quelque chose ne tourne pas rond, que quelque chose n'entre pas dans les cases, c'est le genre de choses qui peut arriver. Alors, forcément, les gardiens du troupeau humain doivent dévier et contrôler notre attention constamment, avec de belles images, de belles constructions, de nouvelles informations, et puis de nouveaux os à ronger. Jones, t'en as jamais marre de faire ça? De faire quoi? Ça. J'y ai jamais vraiment pensé. Moi, j'y pense beaucoup. À quoi? À ce boulot à saumon. Et puis d'abord, on fait quoi? Ils disent qu'on alimente les chaînes nutritives. Ce qu'on mange, faut bien qu'il y ait des vitamines dedans, non? C'est bon pour nous. Je ne pose jamais de questions sur rien. Tous ces tubes, ils vont où? Ils commencent ici et ils vont jusque là. Et vous avez vu le nouveau? 7 Foxtrot. Oh, ils ont encore trouvé un survivant? Ils arrêtent pas d'en trouver. Il va sûrement gagner la loterie demain. Vers le bas. Dans le trou, voilà, à toi maintenant. Vers le bas. Dans le trou. Dans le trou. Non, 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 non. Remets ça. Ah bah dis donc, est-ce qu'on avait l'air aussi débile que lui en sortant de la décontamination? Monsieur le poseur de 1000 questions. La loterie, ça dépend du hasard. Oui. Mais si c'était pas le cas? Et si c'était tranquille? Tranquille, ouais. Chut. J'ai travaillé là-dessus. Tiens, jette un œil à ça. C'est la liste des 20 dernières personnes qui sont parties sur l'île. À l'exclusion, bien sûr, des femmes qui seront reproductrices. C'est quoi ça? J'ai pris la première lettre de chaque nom. J'ai attribué un nombre de points à chaque lettre basé sur sa place dans l'alphabet. Tiens, le dernier, Starkweather. S égale 15, Q égale 15, S égale 19. Tu vois ce que je veux dire? Non. Bah, tu pourrais peut-être te concentrer parce que là, moi, je t'explique. Tu accroches les nombres les uns aux autres. Tu divises par le total et tu multiplies par le total. Tu divises par le nombre de personnes, tu divises par le...
divise par le nombre de personnes présentes. Tu prends 1000, 25 000 plus 5, tu fais 2005. Tu vois le mot que ça forme. J-O-N-E-S. C'est moi qui gagne la loterie ce soir. T'as fait le voyage. Tu veux non? Et comme nous sommes prêts à suivre le lapin blanc, quel que soit l'endroit où il nous mène, et comme justement ils le savent depuis longtemps, ils ont pris aussi le contrôle du lapin blanc pour nous emmener où ils veulent et nous empêcher d'aller où nous devrions aller, c'est-à-dire dans cette prise de conscience. Nous vivons dans un monde d'illusions. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder autour de nous, d'observer les gens dans la rue. Quand on commence à regarder l'environnement dans le détail, avec une vision, comment dire, fractale de la réalité, alors c'est comme regarder un meuble de très près et de découvrir qu'il est couvert de poussière. Ici, on va s'apercevoir des défauts, on va découvrir des anomalies, des répétitions improbables, comme le fameux exemple des assassinats de Lincoln et de Kennedy, par exemple. On va se rendre compte que tout cela ressemble beaucoup à une simulation. Prenez par exemple le décor urbain. Ne vous êtes-vous jamais arrêté sur le bord de la route pour observer certaines déformations du mobilier urbain? Certaines de ces déformations sont strictement impossibles. C'est comme si nous étions, vous savez, dans ce jeu des Sims, lorsque le joueur choisit son décor lorsqu'il construit sa ville et qu'il doit choisir entre des panneaux tout droits et tout neufs et d'autres panneaux qui sont tordus. Quelque part, ces torsions inexpliquées sont là pour influencer le subconscient des gens, pour recréer chez eux une impression de réalité et d'authenticité. Alors, je ne dis pas que toutes les déformations sont liées à cette anomalie, à cette problématique, car certaines proviennent d'accidents, évidemment. Il ne faudra pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais on peut se demander si certaines de ces anomalies ne procèdent pas, en tout cas, de cette illusion, de ce monde d'illusion dans lequel nous sommes. Car nous sommes au quotidien entourés de ces anomalies, mais simplement nous ne les voyons pas, car nous ne posons pas assez nos regards dessus. Il faudrait s'arrêter sur chaque détail pour prendre conscience que rien n'est normal dans ce qui nous entoure. Ces déformations du mobilier urbain, ces barres d'acier qui sont comme aspirées de l'intérieur, torsadées, fondues, pliées, ondulées, etc., sont le dessus de l'iceberg d'une réalité qui nous dépasse et qui pourrait même nous effrayer. Elles peuvent néanmoins nous permettre de nous rendre compte que nous évoluons au milieu d'un décor d'illusions. Je reviens à présent au grand scénario. Vous allez voir qu'il existe aussi des signes probants de nombreux ajustements du scénario par nos gardiens. Ces ajustements sont survenus de manière criante, notamment entre la première et la seconde Renaissance. Ils sont source de nombreuses anomalies historiques. Prenons les fameux textes sumériens. Il y a deux sortes de textes qui sont arrivés jusqu'à nous. Vous avez des tablettes comptables, des listes à profusion, une vache contre un sac de farine, des actes de propriété, la liste royale, etc. Passionnant. Et puis vous avez aussi des tablettes qui vont alors vous raconter l'origine de l'humanité. Waouh, le déluge, toute la mythologie sumérienne avec l'histoire en détail des dieux Anunnaki qui ont créé l'humanité. Bref, la plus vieille civilisation qui nous transmet d'un côté ses livres de contes et puis surtout sa mémoire intacte. Un témoignage de première main. Les tablettes racontent la Genèse que l'on trouve dans la Bible, mais
en beaucoup mieux, beaucoup plus précis, avec force détail. À noter qu'en dehors de ces deux types de tablettes, il n'y a quasiment rien. Ni roman, ni pièce de théâtre, ni poésie, rien de tout ce qui constitue la culture d'une grande civilisation comme l'était prétendument Sumer. À croire que tous ces Sumériens étaient en fait de vulgaires épiciers religieux. Et cerise sur le gâteau, vous avez la liste royale sumérienne qui est un mystère qui laisse perplexe tous les savants depuis plus d'un siècle. C'est en effet un mélange de souverains historiques véritables, authentifiés et validés par la science officielle, avec, au début de cette liste, des rois plus anciens ayant régné plusieurs milliers d'années. Eh bien oui, vous l'avez compris, c'est exactement ce qu'on trouve également sur la liste royale d'Égypte, où on a laissé aussi quelques os à ronger pour les moutons récalcitrants, pour les alimenter dans leur désir de voir des extraterrestres partout. En fait, vous commencez à le comprendre, tout cela est totalement bidon. En fait, la civilisation sumérienne a été imaginée et montée de toutes pièces à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe, durant la seconde Renaissance. Alors, on peut se demander sur quoi je m'appuie pour vous dire tout ça. En fait, on ne parle pas des Sumériens dans la Bible, ni dans aucun autre récit de l'Antiquité, à la différence des peuples assyriens, babyloniens et égyptiens, dont l'existence est documentée dans les récits de l'Antiquité qui s'entrecroisent avec ceux de la Bible. Ces civilisations liées à la Bible ont en effet été imaginées et rendues réelles par nos faussaires dès la première Renaissance. Alors, pourquoi les Sumériens arrivent-ils dans un second temps, dans le courant de la seconde Renaissance? Je vais tenter de l'expliquer. Mais avant ça, je dois faire un petit retour en arrière. Savez-vous qu'il n'est nulle part fait mention des pyramides dans la Bible, ni d'ailleurs dans le Nouveau Testament? Incroyable, n'est-ce pas, d'être passé à côté de pareils monuments. Enfin, c'est particulièrement troublant en ce qui concerne la Bible, quand on considère que les Hébreux sont censés avoir passé pas mal de temps en Égypte. Tout cela devient très clair lorsqu'on accepte l'idée que ces deux textes fondateurs ont été imaginés et rédigés sous la dictée des gardiens du troupeau juste avant la première Renaissance.